Très bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Ramadan Karim. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouveau webinaire inscrit dans le cycle de webconférences que nous organisons en collaboration avec le cabinet Rouloud Consulting dirigé par C. Ibrahim Allali. Je remercie vivement pour la qualité des webinaires qu'il a animés. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec moi Madame Kautsar Raji, la secrétaire générale de la SMEX, qui nous fait l'honneur de participer avec nous aujourd'hui, étant donné qu'il connaît bien le marché parce qu'il y opère déjà sur place. Il a une filiale de son cabinet sur place. Donc, il va nous parler de son expérience sur ce marché, des informations aussi sur ce marché avant de redonner la parole à Sibrahim Allali pour exposer et dérouler sa présentation comme d'habitude. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Madame Kautsar Raji. Merci, Monsieur Belhassan. Mesdames et messieurs, je me joins à Monsieur Belhassan pour vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue à ce deuxième webinaire consacré à la RDC. Pour mémoire, nous avons organisé un premier webinaire en juillet dernier, en marge de la signature d'un protocole d'accord entre la SMEX et l'Agence nationale de la promotion des investissements congolaises, qui est l'équivalent de l'AMDIO chez nous. Vous êtes nombreux à être inscrits à ce webinaire et donc nous nous réjouissons de cela, ce qui démontre aussi que l'intérêt que nous portons tous à ce pays qui a toujours été mal perçu, parfois à tort, perçu comme un pays qui présente un risque politique, sécuritaire et juridique très élevé. Il n'en est rien. De par mon expérience très récente, le pays est politiquement stable depuis la passation de pouvoir en 2017 entre Kabila et M. Tshisekedi. Ce dernier a remporté un deuxième mandat en 2023. Les conflits dont on parle souvent sont limités à l'est du pays. Kinshasa, Lubumbashi, les grandes villes où je me rends régulièrement pour les affaires sont sécurisées. Donc, il m'arrive souvent de me balader dans les rues de Kinshasa ou autres sans sentir un risque de sécurité particulier. C'est un pays qui connaît par ailleurs un certain nombre de réformes légales et réglementaires très importantes pour améliorer sa notation à l'international, pour améliorer son environnement des affaires et pour attirer les investissements étrangers. Nous le verrons avec M. Allali en détail plus loin. C'est un pays qui présente un grand nombre d'atouts qui ne se limitent pas uniquement à ses atouts miniers. Vous le savez tous, la RDC est qualifiée de scandale géographique puisque ses ressources minières sont très diverses et importantes. C'est un pays d'opportunités multiples, c'est un vaste marché économique au cœur de l'Afrique, avec une population, si je ne me trompe pas, de 60 millions d'habitants. Et si l'on compte la population des pays avoisinants, elle va jusqu'à 250 millions de population, puisque la RDC partage sa frontière avec 9 pays. C'est un pays qui appartient à plusieurs zones économiques. C'est un pays qui a commencé à mettre en œuvre l'accord ZLECAf. Donc, je vous invite à consulter le e-book de tarifaire de ZLECAf pour voir les taxes imposées et le démantèlement tarifaire d'un certain nombre de produits et de services par la RDC. C'est un pays qui connaît aussi, qui présente de nombreuses opportunités d'investissement dans des secteurs variés tels que l'agroalimentaire, les infrastructures, le transport, la santé, etc. Et nous avons la chance d'être présents à Kinshasa depuis octobre dernier, où nous accompagnons les investisseurs étrangers qui, dans leurs projets d'implantation et de partenariat localement. On travaille en étroite collaboration avec des interlocuteurs de très haut niveau au sein des grandes administrations telles que l'ANAPI, qui est l'agence d'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, et un certain nombre de ministères. Donc, je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'informations là-dessus. Et sans trop tarder, je donne la parole à M. Allali, que je remercie par avance de la présentation qu'il a bien voulu nous faire aujourd'hui sur les opportunités que présente le marché de la RDC. À vous la parole, M. Allali. Merci. Merci beaucoup, Madame Raji. Vous m'entendez bien, ça va? Très bien. Merci beaucoup, Madame Raji. Et je joins ma voix à celle de Madame Raji et à celle de Monsieur Belhassan pour vous souhaiter à tous et à toutes Ramadan Mubarak, Karim. Et je
n'oublie pas de m'excuser pour le léger retard pour joindre la réunion. Retard qui est dû à un petit problème de connexion. Alors, je m'en excuse. Je me réjouis encore une fois de me joindre à cette initiative de présenter des pays qui présentent un potentiel pour les opérateurs économiques marocains, qu'ils soient importateurs ou exportateurs ou investisseurs. Et comme à l'accoutumée, on a choisi cette fois-ci un pays où le Maroc n'est pas très présent, paradoxalement, parce que les relations entre le Maroc et la RDC sont des relations très anciennes qui remontent aux années 60. Avec le début du règne de Mobutu Sese Seko, qui avait trouvé refuge après sa chute, qui avait trouvé refuge au Maroc, où il est décédé. De toutes les façons, la présence commerciale, et en particulier à travers les exportations, reste assez timide. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de parler aujourd'hui de la RDC, un pays plein d'opportunités, mais aussi plein de défis, comme ça a été présenté par Madame Raji. Souvent des défis qui sont présentés à tort comme des obstacles au développement du commerce. Mais on va voir qu'il y a quand même beaucoup d'atouts, beaucoup d'opportunités qui se présentent et bien entendu l'avenir est prometteur par rapport au développement des relations, surtout après la signature de l'accord, du protocole d'accord entre l'Agence nationale de promotion des investissements congolaise et la SMEX en juillet dernier. Alors, comme je le fais d'habitude, je vais commencer d'abord par partager mon écran de manière à vous permettre de suivre ma présentation. Bien entendu, je commence avec en fait l'avertissement que en 1h30 à peu près, je ne peux pas couvrir un sujet aussi vaste, entrer dans le détail des différents secteurs d'activité. Donc, je me limite à présenter les grands atouts, les grandes faiblesses et comment peut-être les surmonter à travers un certain nombre de conseils pratiques vers la fin de la présentation. Alors, je partage mon écran. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. C'est Bihsen? Très bien. Si vous pouvez mettre le plein écran, c'est bon. C'est bon. Très bien. Voilà. Alors, je commence d'abord par me présenter rapidement. En fait, ceux qui suivent cette série de webinaires me connaissent maintenant, mais pour ceux qui se joignent pour la première fois, bon, je me présente rapidement. Je suis le managing partner de Lilo Consulting, un cabinet spécialisé dans les études de marché étranger, la stratégie et le développement à l'international, surtout des petites et moyennes entreprises. Je suis professeur honoraire à HEC Montréal depuis mon départ à la retraite anticipée en 2015, c'est ça, en 2015. HEC, où j'étais professeur agrégé chargé de l'enseignement de la gestion stratégique internationale pendant une quinzaine d'années, ancien directeur du cycle supérieur de commerce international, professeur visiteur à l'Université Al-Akhawayn, à l'Institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat à l'île Maurice, à l'INDIE, l'Institut national pour le développement économique à Bucarest, en Roumanie, etc. Donc, je suis formateur agréé auprès de la BIRD pour tout ce qui est Grow Your Consultancy Business, ainsi de suite. Donc, mais je dois préciser, en fait, c'est important quand même de le préciser, que ma carrière de consultant a commencé en 1993, alors que je ne suis devenu professeur qu'en 1996. Donc, la carrière de consultant a précédé le professorat et est restée une carrière ininterrompue depuis jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, même après mon départ à la retraite de l'enseignement et de la recherche, je suis resté consultant puisque c'est quelque chose qui me passionne. Voilà. Alors, quand on parle de la RDC, il faut d'abord comme on le fait d'habitude, un petit rappel historique de manière à comprendre d'où vient la population de la RDC, comment elle s'est métamorphosée avec le temps, etc. Donc, la population actuelle de la RDC est venue du Soudan et également des peuples bantous et d'un certain nombre d'autres peuplades qui se sont stabilisés, qui se sont sédentarisés dans le bassin du Congo. Donc, la principale tribu s'appelait Bakongo, et c'est cette tribu qui a donné le nom aussi bien au fleuve Congo, qui est le deuxième plus long fleuve d'Afrique, mais le fleuve le plus profond dans le monde, avec une profondeur allant de 220 à 250 mètres.
Et puis, Ibrahim, si vous pouvez dérouler les slides, on ne voit que la première slide. La première, celle où je me présente ou Oui. Là, c'est là où vous vous présentez. Oui, ben, je suis toujours à cette slide. Ah, ok. Ben, parce que je fais le rappel d'habitude. En fait, c'est un rappel qui ne devrait pas prendre très longtemps. Bon, il y a différents royaumes qui se sont succédés sur la RDC jusqu'à ce qu'ils soient envahis par les Européens, en particulier par les Belges qui ont colonisé le pays. D'abord, c'est le roi Léopold II qui avait fait de la RDC son domaine privé. Et puis, il a fini par céder le pays à l'État belge, au Royaume de Belgique, qui a continué à coloniser le pays jusqu'en 1960, date de l'obtention de l'indépendance. Mais avant d'entrer dans ces détails historiques, que savons-nous de la RDC? Bon, nous savons que c'est un pays qui a été gouverné, qui a été dirigé par Sese Seko, donc Mobutu Sese Seko, qui avait fait un coup d'État en 1965 et puis qui a changé le nom du Congo au Zaïre le 27 octobre 1971. La République démocratique du Congo est devenue le Zaïre. Il a changé même le drapeau du pays, etc. Et puis, nous connaissons bien entendu l'équipe de foot, les Léopards. D'ailleurs, Léopard, en fait, c'est à l'honneur de Léopold II qui avait gouverné, qui est en fait le roi des Belges et qui avait gouverné le pays pendant plusieurs années. Et puis, nous avons tous été témoins en fait de l'accrochage entre notre coach équipe nationale et Chancel Mbemba, le capitaine de la République du Congo. Mais à part ça, que savons-nous du Congo? En fait, nous savons qu'il y a d'abord ce qu'on appelle le paradoxe, ce qu'il est convenu d'appeler le paradoxe congolais, puisque c'est un pays qui est extrêmement riche, mais avec une population pauvre. Donc, on parle d'un riche pays de pauvres. Donc, le pays est très riche, mais la population est bien entendu pauvre comparativement aux potentialités économiques et à la richesse du pays. Donc, l'ouvrage Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki dépeint très bien en fait la situation du pays, puisque on a une frange de la population qui est richissime, et la grande majorité qui vit dans la pauvreté. Donc, selon les Nations Unies, plus de 70% de la population vivent dans une pauvreté extrême. Les principaux atouts de la RDC, en fait, les atouts dont je vais parler ici sont surtout des atouts qui sont liés à la richesse minière, mais pas que. Donc, nous allons voir par la suite qu'il y a beaucoup de potentiel à développer par rapport aux relations commerciales avec le Maroc. Alors, la RDC est le premier producteur mondial de cobalt. Le cobalt, un minerai stratégique qui intervient dans plusieurs industries modernes, l'électronique, l'aéronautique, l'automobile électrique, etc. C'est le deuxième plus grand exportateur mondial de cuivre. Et bientôt, en 2026, on prévoit qu'il va devenir également le deuxième plus grand producteur mondial de cuivre. Il est en train de détrôner le Pérou, qui occupe actuellement le deuxième rang à l'échelle mondiale comme producteur de cuivre, mais dont les réserves sont en train de s'essouffler. Les plus grandes capacités hydroélectriques du continent. Donc, on estime que ces capacités sont susceptibles d'illuminer toute l'Afrique. Donc, si elles sont exploitées, elles pourraient permettre l'électrification de tout le continent. Les Nations Unies disent qu'il y a plus de 1100 types de minerais et de pierres précieuses dans le sous-sol du pays. Près d'un tiers des réserves mondiales de diamants. Donc, 30% des réserves mondiales de diamants se trouvent en RDC. Une population très jeune, une urbanisation croissante. Qui dit population très jeune, urbanisation croissante, dit consommation soutenue, mais également une hégémonie de la distribution, de la grande distribution moderne, avec l'implantation d'un certain nombre de malls, de centres commerciaux, d'hypermarchés, de grandes surfaces, etc. 80 millions de terres arables, bien qu'il ne soit pas un pays qu'on pourrait qualifier de pays à vocation agricole, puisque les exploitations agricoles ne représentent qu'environ 1,5 à 1,7% de l'ensemble des exportations. Mais il y a de grands défis, des faiblesses qui font que le pays reste en fait dans la pauvreté,
bien qu'il soit un pays, je dirais, à la veille d'un développement économique. Donc, les gens disaient, il y avait plusieurs années, ils disaient, en parlant de la Chine, quand la Chine s'éveillera, en Afrique, on dit quand la RDC s'éveillera, puisque c'est un pays qui a pratiquement tout ce qu'il faut pour qu'il puisse s'industrialiser. D'ailleurs, dans les années 60, après l'obtention de l'indépendance de la Belgique, beaucoup de gens, beaucoup de spécialistes prévoyaient ou prophétisaient que le pays allait devenir le premier pays industriel d'Afrique, étant donné toute sa richesse, étant donné la jeunesse de sa population, etc. Mais un certain nombre de problèmes, un certain nombre je dirais, de vicissitudes et de crises continuent de retenir le pays dans la pauvreté. Alors, taux élevé de mortalité infantile et maternelle, dû essentiellement à la malnutrition et l'insécurité alimentaire, puisque, comme je disais tout à l'heure, 70% environ de la population vivent dans une extrême pauvreté. Faible couverture vaccinale, fécondité élevée et précoce, donc à l'âge de 12-13 ans, les femmes commencent à procréer, surtout avec ce qui se passe à l'est du pays. Il y a beaucoup de viols, malheureusement, et beaucoup de grossesses non désirées. Donc, ce qui fait que la moyenne d'enfants par femme se situe autour de 5 enfants par femme. Et bien entendu, on a des enfants qui enfantent d'autres enfants, et bien entendu, ça contribue au maintien de ce problème de malnutrition, d'insécurité alimentaire, surtout avec tout ce qui se passe à l'est du pays. Les conflits persistants, surtout à l'est du pays, dans les provinces de Kivu, de Nord Kivu et de Sud Kivu, généralement autour de la ville de Goma, la capitale de Kivu, avec toutes les factions armées locales et étrangères. En fait, le nombre de factions armées locales est estimé à 250 groupes armés, dont le plus important est celui du M23, pour en fait mouvement du Mars 23, soutenu par le Rwanda voisin, et également 14 groupes armés étrangers qui sévissent dans l'est du pays. Et bien entendu, c'est la région la plus riche en minerais et la région qui suscite le plus de convoitises, bien entendu. Mauvaise gestion des ressources et manque d'investissement, mais il y a également une situation quasi monopolistique d'un certain nombre de groupes, d'un certain nombre de personnes, je reviendrai tout à l'heure. Et puis, couverture globale des services publics de base, éducation, etc., qui est sporadique, qui est fragmentaire et qui connaît beaucoup de disparités entre les régions rurales et les régions urbaines. Alors, si l'on regarde la carte du pays, vous voyez que c'est un pays gigantesque. C'est le deuxième pays le plus grand par la superficie et troisième pays par la population en Afrique, hein, après le Nigeria et l'Éthiopie. Donc, généralement, on trouve différents chiffres dans la littérature sur la population, mais la population actuelle en 2023 est estimée à 111 millions d'habitants, à 111, et non plus à 67 comme c'était connu en fait dans la littérature il y a quelques mois ou quelques années. Alors, vous voyez en fait la carte du pays avec le fleuve Congo, dont l'essentiel en fait du parcours se fait à l'intérieur de la RDC. C'est le deuxième plus grand fleuve, comme je disais tout à l'heure, deuxième plus grand fleuve après le Nil en Afrique, et le premier fleuve mondial par la profondeur, entre 220 et 250 mètres, comme je le disais tout à l'heure. Ici, c'est le fleuve qui a donné le nom au pays. Et le fleuve lui-même, le nom du fleuve, vient de Bakongo, comme on a dit, la grande tribu qui peuplait en quelque sorte l'embouchure du fleuve. Et vous voyez, en fait, malgré le gigantisme de la superficie du pays, le pays a une petite façade maritime de seulement 37 km. 37 km, embouchure qui est d'ailleurs contrôlée de part et d'autre par l'Angola. Alors, vous voyez en fait l'Angola ici et cette petite portion également du terrain qui est d'obédience angolaise. Et bien entendu, comme ça a été dit tout à l'heure par Madame Raji, le pays est bordé par 9 États. Vous avez en fait l'Angola, vous avez la République du Congo-Brazzaville, vous avez la République centrafricaine, le Soudan du Sud, ou le Sud-Soudan,
vous avez l'Ouganda, vous avez le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et bien entendu l'Angola au nord et au sud. Alors, les principales villes, je reviendrai tout à l'heure, mais la principale ville, la capitale aussi, c'est Kinshasa. Et puis, vous avez également Mbuji-Mayi, vous avez Kisangani, vous avez le Bombashi, vous avez le Bukavu dans l'est, près de Goma, et vous avez Goma, la capitale elle-même du Nord Kivu, dont la population est située entre 1 million et 2 millions, parce que la région a connu beaucoup de déplacements ces derniers mois, et puis on a du mal à estimer le nombre exact de la population de la région. Alors, le pays dispose de 15 000 km de voies navigables, 15 000 km de voies navigables, aussi sur le fleuve Congo et sur ses affluents et ses confluents. Donc, l'ensemble fait que le pays dispose de 15 millions de voies navigables. Alors, le pays dispose de 26 provinces, pays découpé administrativement en 26 provinces, et bien entendu, c'est cette région-là, le Nord Kivu et le Sud Kivu, qui connaît le plus de problèmes ces derniers temps. Et bien entendu, c'est l'une des régions les plus riches avec le Bombashi, les plus riches en mines de différents minéraux, etc. Alors, un petit mot sur le drapeau, comme j'ai l'habitude de le faire. Le drapeau a été adopté après l'avènement au pouvoir de Laurent Désiré Kabila en 1997, après avoir chassé du pouvoir Mobutu Sese Seko, avec l'aide d'un Israélien auquel je reviendrai tout à l'heure, Dan Gertler, qui dispose aujourd'hui d'un quasi-monopole sur l'exploitation minière dans le pays. Mais pour revenir au drapeau, vous voyez en fait le drapeau s'inspire de celui qui a été adopté entre 1963 et 1971. Alors vous avez deux palans bleus qui renvoient à la sécurité, à la paix et à la stabilité du pays. L'espoir également. Vous avez en diagonale une bande rouge bordée de petites bandes jaunes. Alors le rouge renvoie ou réfère au sang versé par les martyrs pour la récupération de l'indépendance, mais également tous les esclaves asservis par Léopold II et qui sont évalués à plus d'1 million de personnes qui sont tombées dans les champs d'exploitation du caoutchouc parce que Léopold II les avait obligés à travailler le caoutchouc qu'il exportait un peu partout dans le monde. Et le jaune renvoie à la prospérité du pays, aux richesses minérales. Et vous avez sur le palan supérieur une étoile jaune qui symbolise l'unité et l'avenir brillant du pays. Alors, avant de quitter la carte, vous voyez ici le pic Marguerite, c'est là où se trouve le pic ou le mont le plus élevé, avec 5110 mètres. Et vous avez également dans la région un volcan qui s'appelle Nyiragongo, qui est un volcan actif quand même, hein, que dernière éruption date de 2002. Et c'est un volcan connu pour avoir la lave la plus rapide au monde, dont la vitesse est estimée à 100 km à l'heure. Alors, voilà. Alors, non officielle République démocratique du Congo, mais bien entendu, le pays a connu d'autres noms. Les anciens noms État indépendant du Congo, le Congo belge. Alors, État indépendant du Congo, quand le pays se trouvait propriété exclusive de Léopold II, et puis quand Léopold II a remis le pays au Royaume de Belgique, il est devenu le Congo belge, et puis le Congo Léopoldville, puisque Kinshasa s'appelait Léopoldville avant, jusqu'en 1966, le Congo Kinshasa, et puis Zaïre entre 1971 et 1997, quand le Mobutu Sese Seko a pris le pouvoir. C'est une république semi-présidentielle. Bon, ça veut dire que le pouvoir est partagé entre le président et le Premier ministre, qui est nommé d'ailleurs par le président lui-même. Chef d'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a été élu en 2019, après Joseph Kabila.
et a été réélu le 20, en fait, c'est la date de l'investiture, le 20 janvier 2024, après des élections le 31 décembre 2023, qui lui ont permis de devenir président avec 73% des voix. Qui lui ont permis d'être réélu avec 73% des voix. Capitale Kinshasa, dont la population est estimée à 6 300 000, mais toute l'agglomération du Grand Kinshasa a une population estimée entre 12 millions et 15 millions d'habitants, donc ex-Léopoldville, comme on l'a dit, jusqu'en 1966. Alors le pays, pardon, le pays a reconquis son indépendance le 30 juin 1960, c'est d'ailleurs la fête nationale en Belgique, plutôt en RDC, 30 juin 1960. La population, un peu plus de 111 millions d'habitants, soit le 14e rang mondial et 3e rang africain après le Nigeria et l'Éthiopie, comme je le disais tout à l'heure. Croissance démographique du pays, 3,13% en 2023, soit le 9e rang mondial. Le PIB est estimé à 63 milliards de dollars courants, avec un taux de croissance en 2021 de 6,2%. Taux de croissance qui est en train de se consolider puisque, bon, 2021, n'oublions pas qu'on était en plein Covid et le pays a pu quand même accroître ses exportations de 6,2%. Par contre, du fait de cette population, le PIB par habitant est d'environ 600 dollars courants entre 2020 et 2022. Alors, l'actuel président, comme on a dit, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est le fils d'Étienne Tshisekedi, qui était le principal opposant au pouvoir lors du règne des Kabila, père et fils, Désiré Kabila et Joseph Kabila. Alors, la superficie du pays se situe près de 2,5 millions de kilomètres carrés, soit le 12e rang mondial et le 2e africain. Taux d'urbanisation, 47,4%. Donc, c'est un taux qui croît à un rythme quand même assez élevé, 4,33% par rapport à 2022. Les principaux groupes ethniques, on a plus de 200 groupes ethniques, dont la majorité sont des Bantous. Alors, Bantous qui se divise en trois grandes branches, les Mongos, les Loba et le Congo avec Ta. Le Mongbetu, Azandé, les Hamitique, ces 5 groupes constituent environ 45% de la population. Les langues, le français reste la langue officielle, bien qu'elle ne soit parlée que par environ 10% de la population, donc les populations qui ont eu le privilège en fait d'être scolarisées. Lingala, une langue commerciale locale. Le Kingwana, un dialecte qui est un mélange de Kiswahili et du Swahili. Le Kikongo et le Chiluba sont les langues qui sont parlées, les principales langues parlées dans la région, sachant que, bon, on a parlé de 200 groupes ethniques, il y a autant de dialectes vernaculaires qui sont parlés dans le pays. La devise du pays, c'est le franc congolais. Ici, j'ai pris en fait le cours de change par rapport au dirham. Un dirham hier, c'est le cours de change d'hier, un dirham équivalait à 276 francs congolais. Alors, taux d'alphabétisation, quand même 80%, puisque la plupart des gens urbanisés vont à l'école, mais également au niveau des zones rurales, il y a eu beaucoup de mouvements. Il y a en fait beaucoup de mouvements aujourd'hui étrangers, des associations étrangères qui cherchent à scolariser les filles et les petits enfants au niveau des zones rurales. Taux d'électrification est l'un des plus faibles, une moyenne de 20,7%. Donc 43,7% en milieu urbain et seulement 1% en milieu rural, malgré tout ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux capacités hydroélectriques et 99%, presque la totalité de cette électrification, bien entendu, à une source hydroélectrique. Téléphone mobile, 49% seulement de la population dispose d'un téléphone mobile, d'une connexion Internet de 23,2%. Les indicateurs de développement humain, le pays est classé 180 sur environ 188. Et pour le Doing Business, le pays est classé 183e sur 190. Mais il ne faut pas se fier à ces chiffres puisque c'est un pays où l'informel reste quand même très prévalent
Et quand on connaît les bonnes personnes, d'ailleurs, c'est l'astuce que je voulais vous communiquer par rapport à comment faire des affaires en RDC. Alors, avoir le bon partenaire, ça vous ouvre toutes les portes et ça facilite toutes les procédures, bien que le pays soit formellement mal situé par rapport aux classements mondiaux. Alors, la densité de la population, vous voyez que la population est très concentrée dans les régions de l'Est, qui connaissent aujourd'hui, comme on l'a dit, beaucoup de en fait, de tensions. Surtout qu'on a, comme on l'a dit tout à l'heure, 250 groupes armés locaux et 14 groupes armés étrangers dans des factions qui sont liées à Daesh, etc. Mais le plus important de ces mouvements, comme on a dit, c'est le M23 qui est appuyé par Kigali et par l'Ouganda également. Alors, vous avez également une densité au niveau de l'embouchure du fleuve Congo, tout autour de Kinshasa et de l'agglomération de Kinshasa. Alors, principale ville de la RDC, on a Kinshasa, on a dit 6,5 millions environ. Vous avez Buji-Mayi qui est là, au centre du pays, avec près de 3 millions. Lubumbashi au sud, donc également près de 3 millions. Vous avez Kananga, et vous avez Kisangani et vous avez Bukavu, qui restent quand même les principales agglomérations au niveau de la RDC. Alors, vous voyez en fait la pyramide des âges très large à la base, ce qui veut dire que la population est très jeune. D'ailleurs, la population âgée entre 0 et 14 ans est estimée à 46%, ce qui est énorme, donc une population très jeune, et 15 à 64 ans qui qui représente l'autre moitié, 51,52%. Et l'espérance de vie est d'environ 63 ans pour les hommes, environ 67 ans pour les femmes. Et ça reste quand même une espérance de vie relativement faible. Alors, les religions, on a la religion catholique, près de 30%, on a les protestants, 26-70%, vous avez autres chrétiens, on a 36-50%, on a les kimbongistes, alors 2,80%, c'est une religion chrétienne africaine à vocation prophétique qui a été en fait fondée par Simon Kimbonga en 1921 et qui a des adeptes au Congo et au Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. On a les musulmans qui représentent 1,5%, autres religions 1,30%, etc. Alors, les principales ressources naturelles, d'abord, il faut dire qu'au niveau de la richesse du pays en général, les Nations Unies estiment que la RDC recèle dans son sous-sol des ressources inexploitées, estimées entre 18 000 et 24 000 milliards de dollars, ce qui en fait un pays extrêmement riche quand on le compare par rapport à d'autres pays. Donc, entre 18 000 et 24 000 milliards de dollars. Alors, cobalt, la RDC est le premier fournisseur avec 70% de la production mondiale. Alors, cobalt, c'est un minerai qui intervient dans plusieurs industries modernes, les smartphones, les voitures électriques, l'aéronautique, etc. Et vous avez les autres minerais, surtout le cuivre. Le pays est le deuxième fournisseur mondial. Le niobium et tantal, pétrole, diamant, on a dit 30% des réserves mondiales se trouvent en RDC. L'or, l'argent, le zinc, manganèse. Donc, les Nations Unies ont recensé pas moins de 1100 types de pierres précieuses et de minerais dans la RDC, ce qui en fait un pays extrêmement riche, encore une fois. Et vous allez voir tout à l'heure que ce sont les pays qui fabriquent le plus de smartphones, de voitures électriques, etc., comme la Chine, qui sont les premiers clients de la RDC. Alors, la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, Dan Gertler, un Israélien qui s'est établi à l'âge de 23 ans en RDC vers la fin du règne de Mobutu Sese Seko et qui a aidé Laurent Désiré Kabila à lever 20 millions de dollars
pour financer sa rébellion. Et il a fini par chasser Mobutu, bien entendu. Et en contrepartie, Laurent Kabila lui a donné une concession quasi totale sur l'exportation des diamants dans le pays. Ce qui fait que c'est le monsieur diamant au niveau de la RDC. Et puis par la suite, Dan Gertler a étendu ses activités dans d'autres minerais comme le cobalt, le cuivre, le pétrole, etc. Et puis, bien entendu, après l'élection de Joseph Kabila, le fils de Laurent Désiré, il l'a soutenu également financièrement, lui permettant de sillonner le monde à bord de son jet privé. Et en contrepartie, il a obtenu encore une fois beaucoup de concessions. Et ce monsieur fait l'objet de sanctions de la part des États-Unis pour être à l'origine d'un certain nombre de mouvements rebelles, de mouvements armés qui ont fait beaucoup de victimes dans le pays. Donc, il a été sanctionné par les États-Unis aujourd'hui. Il est sous la coupe de sanctions dans la région. Dan Gertler également a permis l'installation de beaucoup d'autres entreprises israéliennes dans la RDC pour toujours exploiter les différents minerais dans le pays. Alors, bon, quelques principales ressources naturelles, le cobaltite, en fait, qui est un dérivé de cobalt. Le cobalt, bien entendu, on sait ce que c'est. On a également la colombite tantalite, dont le nom industriel et commercial, c'est le coltan. Dont sont extraits le niobium et le tantal. Il est considéré comme un métal stratégique et qui intervient dans la fabrication de condensateurs pour les équipements électroniques, mais également dans la composition d'alliages de cobalt et de nickel dans l'aéronautique et particulièrement dans la fabrication de réacteurs, des avions, etc. Et vous avez la cassitérite, qui est un minerai utilisé dans les verres d'optique, surtout pour le polissage optique, mais également il est utilisé comme un pigment dans un certain nombre de fabrications de peinture, de céramique, etc. Alors, les secteurs d'activité, les services représentent 36-70%, l'industrie 43-60%, l'industrie surtout extractive, les mines sont ici, l'agriculture 19-70%. Alors, la répartition des terres, lorsqu'on parle de l'agriculture, l'essentiel est composé de forêts. Donc, les 2/3 des forêts tropicales se trouvent en RDC. Alors, les forêts qui représentent plus des 2/3 de l'ensemble des terres de la RDC. Vous avez des zones, les terres agricoles qui représentent 11,4%, surtout des terres arables qui sont estimées à 100 millions d'hectares. 100 millions d'hectares. Et puis, vous avez les pâturages, vous avez les terres, les cultures permanentes, etc. Alors, les secteurs agricoles, les principaux produits agricoles qui sont produits en RDC, vous avez le manioc, plantain, canne à sucre. Bon, le pays étant un pays tropical, vous voyez en fait que nous avons ici des productions tropicales. Mais, comme on va le voir tout à l'heure, les exportations agricoles ne représentent que très peu, ils sont epsilonesques, environ 1,7% de l'ensemble des exportations du pays. Secteur industriel. Alors, le secteur industriel a connu une croissance de 7,78% en 2021. Encore une fois, plus de 1100 minerais recensés. 30% des réserves mondiales de diamants. Premier producteur de cobalt, donc exportation minière surtout cuivre raffiné, près de 50%. Cobalt, or, diamant, coltan, zinc, étain, tungstène, etc. Alors, les autres industries prospèrent dans le pays. Vous avez la transformation des minéraux, produits de consommation, textiles, plastiques, chaussures, cigarettes, produits métalliques, aliments et boissons transformés, le bois, ciment, réparation de navires commerciaux, etc. Donc, ça reste en fait les principales industries. Et la part de l'industrie est en train d'augmenter, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc 7,78% en 2021. Et bien entendu, il y a beaucoup d'opportunités à chercher à ce niveau-là, au niveau de la transformation industrielle des produits qui sont fabriqués localement et qui ne trouvent pas leur chemin vers les marchés étrangers, faute bien entendu de qui s'en occupe.
Alors, les secteurs porteurs en RDC, les bio-industries, beaucoup d'opportunités à ce niveau-là, les industries forestières, matériels et services d'énergie électrique, métaux, minéraux, équipements, services et technologies connexes, les services et grands projets, technologie de l'information et télécommunications, transport urbain et ferroviaire, puisque, comme on a dit, le pays est en train de en fait, se doter d'infrastructures modernes qui restent quand même embryonnaires par rapport aux potentialités du pays, mais depuis l'élection de Tshisekedi, le pays est en train de connaître quand même un mouvement ascendant extrêmement important. Il faut dire que les prédécesseurs ont maintenu ou avaient maintenu le pays quand même dans une situation précaire. L'actuel président a pris le pari quand même de développer le pays durant son deuxième mandat. Alors, répartition des dépenses des ménages en RDC, vous voyez que la part de Lyon va déjà ici au loyer, hein, qui reste assez élevé. Le marché également, on va voir tout à l'heure en fait une petite indication du coût de la vie à Kinshasa. Il est relativement plus cher qu'à Casablanca, par exemple, à titre de comparaison, de manière à ce qu'on puisse comprendre que quand même la vie reste assez chère pour un peuple qui a un pouvoir d'achat relativement faible. Alors, la grande distribution en RDC, ce qu'il convient de noter à ce niveau-là, c'est qu'il y a une mainmise des Indiens sur la grande distribution en RDC et dans une moindre mesure des Libanais également, parce que traditionnellement, c'était les Libanais qui tenaient les commerces, même le commerce traditionnel, mais les Indiens qui ont immigré massivement dans le pays et qui quand même sont dans différents secteurs, y compris le secteur minier, les Indiens ont fini par devenir rois de la grande distribution. Vous avez également cette enseigne israélienne qui s'appelle Esson et Frères, qui a plusieurs enseignes dans le pays. Il y avait avant, il y avait ShopRite, l'enseigne sud-africaine, qui a fini par fermer toutes les enseignes qu'elle tenait, aussi bien en RDC qu'au Nigeria, qu'au Congo-Brazzaville, pour se recentrer sur son principal marché, qui est le marché de l'Afrique du Sud. Donc là, ShopRite n'existe plus aujourd'hui. Et puis, en plus de Hassan et Frères, il y a Sunrise, il y a Kinmart, comme vous voyez ici. Il y a également cette chaîne, cette enseigne indienne, Pelo Store. Vous avez une chaîne locale qui s'appelle Regal. Vous avez d'autres chaînes également. Vous avez Alimentation Cristal, Menu-Prix, BAM, Food Market, etc. Mais il faut dire en fait que la grande distribution est en train de faire quand même une percée phénoménale au niveau du marché de la RDC. Alors, le commerce extérieur de la RDC, il faut noter que le commerce extérieur de la RDC, selon les derniers chiffres, représente 80,5% du PIB du pays. C'est parce que l'essentiel de ce que le pays produit comme minerai, en particulier le cuivre, le cobalt, sont exportés vers des pays comme la Chine, l'Inde, Singapour, Hong Kong, Taïwan, etc. Alors, portail des informations du commerce extérieur pour ceux qui cherchent à avoir des informations sur le pays. Malheureusement, le pays connaît depuis quelque temps en fait un problème de connexion à l'Internet, comme vous le savez, en fait, du fait de la rupture de certains câbles sous-marins. Donc, le pays a été quand même impacté par ça. Mais généralement, on trouve les informations du commerce extérieur sur ce site. Alors, juste un petit je dirais, aperçu sur ce site pour voir ce dont il dispose. Vous avez des ressources, vous avez des informations sur le commerce extérieur, que ce soit l'importation, les importations, les exportations, stratégie de promotion et d'exportation, les accords bilatéraux, mercurial des prix des produits d'exportation, pour avoir une idée de ce que ça représente. Pour ceux qui souhaiteraient exporter dans le cadre de la ZLECAf, vous avez également un site accessible à partir de ce portail.
etc. Donc, vous avez quand même un ensemble d'informations. C'est un bon début pour commencer la recherche sur la RDC pour ceux qui s'intéressent à exporter à la RDC ou à importer à partir de ce pays. Alors, le pays est membre d'un certain nombre de zones, et en particulier 3. Vous avez la communauté du développement de l'Afrique australe, qui a été créée en 2012, qui a été créée au début à 96, et puis la signature et la ratification ont été faites en 2012 d'une façon effective, bien qu'on indique que l'entrée en vigueur est 2000, mais une fois que les pays ont tout ratifié. Alors, cette zone est composée, cette zone de libre-échange est composée des pays suivants. Vous avez en fait la République démocratique du Congo, vous avez également la Tanzanie, vous avez le Malawi, vous avez le Mozambique, vous avez Madagascar, l'île Maurice, les Comores, Seychelles, etc. Vous avez en fait toute l'Afrique australe qui fait partie de cette SADC, hein, c'est la zone de développement économique de l'Afrique australe. Juste avant que je n'oublie, juste une petite indication. En fait, bon, ça n'a pas de rapport avec ce que je suis en train de dire, mais c'est une information quand même que je voudrais partager avec vous. 3 pays seulement en Afrique ne permettent pas à leurs citoyens d'avoir la double nationalité. Alors, il y a la RDC, il y a le Cameroun et il y a le Malawi. En fait, si vous voyez le Malawi, que je me suis rappelé de cette information, ils interdisent la double nationalité pour leurs citoyens. Donc, ce qui fait que Dan Gertler, l'Israélien aujourd'hui, a dû renoncer officiellement à sa nationalité israélienne, mais ça ne l'empêche pas de passer ses week-ends dans la région de Tel Aviv, où il a une résidence. Donc, tous les week-ends, il les passe à Tel Aviv. Okay, mais bien entendu, officiellement, il n'a pas d'autre nationalité que celle de la RDC, mais dans la pratique, il a bien entendu d'autres passeports. Bon, de toute façon, je reviens à ce que je présentais tout à l'heure, la COMESA également, marché de la COMESA, et là, il y a une petite déception par rapport aux Marocains, c'est que nous avons 2 pays concurrents du Maroc, qui sont l'Égypte et la Tunisie, qui font partie de la COMESA. Donc, vous avez la Tunisie qui a rejoint la COMESA récemment, et vous avez l'Égypte également qui fait partie de la COMESA, et ça leur permet bien entendu d'avoir un certain nombre d'avantages sur le marché de la RDC. Seulement, ce bémol, en fait, ce fait est à nuancer, puisqu'aujourd'hui, la RDC fait partie également, comme le Maroc, de la ZLECAf, et bien entendu, la ZLECAf va au-delà de la COMESA et de la zone de développement économique de l'Afrique australe. Alors, les exportations de la RDC, qu'est-ce que la RDC exporte? Vous voyez que près des 3/4 sont des produits extractifs. Okay? Des produits extractifs, surtout, comme on a dit, le cuivre raffiné et le cobalt. Le cuivre raffiné, le cuivre sans raffinement ou sans raffinage et le cobalt. Vous avez les produits agricoles qui représentent 1,2%. Et les meilleures années, en fait, ça va jusqu'à 1,7%, mais pas plus. Produits manufacturés, alors près d'un quart, mais ça connaît quand même une certaine progression, puisque la plupart des produits destinés à l'exportation aujourd'hui sont transformés un tant soit peu avant d'être exportés. Principale destination, la Chine, 47,4%, et ça n'est pas une surprise, puisque la Chine est un grand utilisateur des minerais exportés par la RDC. Vous avez la Tanzanie, 8,9%, Afrique du Sud, 8,8%, vous avez Singapour, vous avez la Zambie et autres. Alors, si on jette un coup d'œil à ce que le pays exporte, essentiellement, vous avez les produits exportés, les produits agricoles, vous avez le cacao et le café. Bon, surtout le cacao, 96 millions de dollars. Vous avez le café pour 21 000. Produits exportés non agricoles, vous avez le cuivre raffiné et alliage de cuivre. Alors, nous avons la moitié des exportations, puisque les exportations de la RDC en 2021 étaient estimées à quelques 28 à 29 millions. Donc, en 2022, c'est 29 milliards, excusez-moi, 29 milliards de dollars américains.
oxyde et hydroxyde de cobalt. Vous avez les minerais de cuivre et leur concentré, cuivre non affiné. Vous voyez en fait que c'est le deuxième plus grand exportateur de cuivre dans le monde. Et vous voyez que le cuivre, par exemple, affiné et alliage de cuivre représente près de 60% de l'ensemble des exportations, sachant que l'ensemble des minerais représente à peu près 75%. Alors, dans l'essentiel est composé de cuivre affiné et alliage de cuivre. Alors, vous voyez en fait sur ce tableau évolutif que le pays a exporté en 2022 pour un peu plus de 29 milliards de dollars. Tout à l'heure, on était en train de regarder 2021. En fait, les exportations étaient uniquement de 22 milliards, dont 14 milliards composés de cuivre affiné et d'alliage de cuivre. Alors, vous avez le cuivre affiné sous forme de cathode, donc 15 milliards, soit plus de la moitié. Oxyde et hydroxyde de cobalt, minerais de cuivre et leurs minerais, etc. Vous avez en fait que l'essentiel de ce que le pays exporte est composé de produits extractifs. Alors, le cacao et fèves, brisure de cacao arrivent très loin après, et puis diamants, brut, diamants industriels, minerais de nobilium, etc. Alors, les principaux clients, la Chine, en 2022, la Chine est suivie de l'Afrique du Sud. Vous avez le Mozambique, vous avez Singapour, Hong Kong, Tanzanie, les Émirats, etc. Par rapport aux importations, donc vous voyez que le pays importe essentiellement des produits manufacturés parce que l'industrie reste quand même embryonnaire au niveau de la RDC. Et vous avez, les produits agricoles, 9,7%, surtout des produits alimentaires. Vous avez les combustibles, les produits extractifs, surtout l'huile de pétrole, qui représente 7,3%. Alors, principal fournisseur, la Chine, encore une fois, avec plus d'un quart de ce que le pays importe, l'Union européenne, l'Afrique du Sud, les États-Unis, l'Inde, etc. Alors, jetons un coup d'œil à ce que le pays importe. Alors, froment, blé et mété, viande et abats. Bon, vous avez le riz, vous avez d'autres graisses végétales. Alors, concernant les importations non agricoles, autre titre, donc vous avez huile de pétrole, soufre de toute espèce, les médicaments, véhicules automobiles. Alors, lorsqu'on jette un coup d'œil aux détails, au niveau système harmonisé à 6 chiffres, on trouve que les huiles et préparations de pétrole arrivent loin devant tous les autres. Vous avez soufre, acide sulfurique, partie des machines apparaît pour le travail des matières minérales. Bon, pas étonnant puisque le pays est un pays à vocation minière. Les tambours automoteurs, utilisés surtout pour les grands engins en dehors du réseau routier, etc. Et vous avez les médicaments également qui occupent une place de choix à ce niveau-là, puisque le pays apporte beaucoup de médicaments vu toutes les épidémies qui sévissent dans le pays. Vous avez le paludisme, vous avez Ebola, vous avez plein d'épidémies qui sévissent ou sévissaient ces dernières années dans le pays. Principaux fournisseurs, donc la Chine, encore une fois, et l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, les Émirats, la Belgique, la Tanzanie, etc. Alors, les relations commerciales Maroc-RDC, alors relations quand même sur le plan politique très développées, mais sur le plan commercial, on peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux. Alors, protocole d'accord entre la SMEX et l'ANPI en juillet 2023, après la visite au Maroc du directeur de l'ANPI en mars, un protocole d'accord a été signé qui prévoit la facilitation des échanges entre le Maroc et la RDC, en particulier le développement des investissements marocains en RDC. Alors, vous voyez que la présence marocaine à travers les investissements est très timide, alors qu'il est présent dans les pays voisins, mais il y a des investissements privés, en fait, qui sont quand même des investissements pas très importants, mais qui commencent quand même à percer le terrain
devant d'autres investisseurs qui voudraient s'implanter dans le pays. Donc, ça vaut le coup, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un pays qui est plein de promesses, qui est plein d'opportunités, pourvu que l'on sache taper aux bonnes portes et faire équipe avec les bons partenaires. Hein. C'est le secret des affaires. Hein, que je ne sais pas si Mme Raji va confirmer cela, mais c'est un pays où, comme on a dit, business is who you know. Hein, c'est le fait d'avoir les bons partenaires vous ouvre plein de portes dans le pays. D'ailleurs, je ne peux que le confirmer, M. Alladi. Merci, Mme Raji. Donc, l'histoire, le success story en fait, de Dan Gertler, hein, l'investisseur israélien qui est arrivé à l'âge de 23 ans et qui est aujourd'hui l'un des grands milliardaires du pays, et le monsieur Diamant, comme on l'a surnommé. Donc, officiellement, en 2015, on estimait sa fortune à 1,67 milliard de dollars américains. Aujourd'hui, il est beaucoup plus important que ça, bien entendu. Alors, et là, lui, il travaille à travers plusieurs façades, plusieurs entreprises écrans, dont la plupart sont en fait sont domiciliées au Panama, et son bureau, le bureau de ses avocats qui traitent toutes ces affaires, il se trouve à Gibraltar. Donc, et bien entendu, ces bénéfices sont imposés aux Pays-Bas. Allez-y comprendre quelque chose. De toute façon, les success stories sont quand même légion dans le pays, pourvu que l'on sache, bien entendu, choisir son partenaire d'une façon extrêmement méticuleuse. Alors, les importations de la RDC depuis le Maroc, qu'est-ce que la RDC importe depuis le Maroc? Alors, tout produit confondu, vous voyez que ce n'est pas grand-chose, hein, c'est 20 millions de dollars. Alors, les chiffres sont en milliers de dollars. Donc, la RDC a importé depuis le Maroc pour 20 millions de dollars seulement. Et c'est un bond quand même extraordinaire par rapport à 2021 et par rapport à 2020. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de zéros dans les exportations. Il y a beaucoup de produits que le Maroc a commencé à exporter. Vous voyez que parmi ce que le Maroc exporte, il y a surtout des produits halieutiques. Hein, les sardines sardinelles, vous avez les anchois, vous avez le chinchard, vous avez plein de produits que le Maroc exporte aujourd'hui, en fait des produits halieutiques. Vous avez également l'acide phosphorique et des engrais et des fertilisants que le Maroc a commencé à exporter. Mais depuis quelque temps également, il y a un accord entre le Maroc et en fait la Fénélec, en la personne de la Fénélec, et la RDC. Le Maroc a commencé également à exporter des produits électriques, hein, des conducteurs électriques pour tension supérieure ou égale à 1000 volts. Donc, vous voyez qu'il y a quand même… Et vous voyez en fait le potentiel, ce que le Maroc exporte vers le monde, dans les différents produits qui sont désirés, qui sont voulus en RDC, mais qui sont importés d'ailleurs. Okay, et la République démocratique du Congo importe depuis le monde tous ces produits-là que le Maroc peut très valablement et très facilement exporter sur la RDC. Alors, en fait, le moment favori de mes webinaires, hein, c'est lorsqu'on essaie de quantifier le potentiel. Vous voyez ce que le Maroc exporte par rapport à ce qu'il aurait pu exporter si le potentiel était exploité à 100%. Et je rappelle pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois que le potentiel est calculé en fonction des conditions réelles, en tenant compte des droits de douane, en tenant compte de la compétitivité des produits marocains, en tenant compte de la distance, en tenant compte des coûts de transport, en tenant compte de tout. Et on essaie en fait de rester très prudent, parce que lorsqu'on dit qu'un produit, le potentiel d'un produit est exploité à 100%, ça ne veut pas dire que c'est le plafond, qu'on ne peut pas crever, qu'on ne peut pas dépasser. Donc, même pour un certain nombre de produits, on est arrivé à 250%, 300%. Donc là, on est très prudent au niveau de la quantification du potentiel et on voit qu'il y a plein de produits. Si on va vers la table ou le tableau interactif pour voir comment quantifier tout ça, c'est un outil de l'ITC, International Trade Center, et vous voyez en fait que pour les préparations de conserve de sardines, sardinelles Sprat, alors c'est 160413, hein, le code du système harmonisé, que le potentiel est exploité à son plein à ce niveau-là, mais le Maroc reste quand même très bien positionné pour développer ce produit. Vous avez les préparations et conserves de poissons, 16,080, alors un potentiel important qui reste à exploiter. Donc, vous avez ici
112 000 $, le potentiel. Le Maroc exporte pour 770 000 $. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le potentiel théorique qui est là, c'est calculé avec beaucoup de prudence et l'on peut très valablement aller bien au-delà de ce potentiel. Alors, vous avez les acides phosphoriques, le Maroc exploite son potentiel à hauteur de 5% seulement. Voitures de tourisme, donc ça reste un marché à défricher hein, pour les voitures de tourisme. Vous avez parties accessoires pour véhicules également. Vous avez sardines, sardinelles, etc. Vous avez autres poissons congelés, plein de produits en fait que le Maroc. Vous avez surtout les conducteurs électriques. On a dit que le Maroc a commencé à exporter. Il reste encore beaucoup de potentiel à ce niveau-là. Alors les conducteurs électriques pour tension supérieure à 1000 volts. Vous avez les tableaux et appareils similaires pour la commande de distribution électrique, etc. Vous voyez quand même une variété de produits que le Maroc peut très valablement exporter sur la RDC, puisque la RDC les achète d'ailleurs dans le monde, et puis avec un peu de bonne volonté, avec un peu d'agressivité commerciale, le Maroc peut très bien développer son potentiel davantage, sa présence plutôt sur le marché de la RDC. Par rapport aux exportations de la RDC au Maroc, ce que le Maroc importe de la RDC, alors on a le son, remoulage et autres résidus. Café non torréfié sont les deux produits en fait que le Maroc importe le plus, alors que pour les autres, ça reste quand même très ypsilonesque. Vous avez le bois, vous avez le Maroc importe le bois surtout du Gabon, alors que la RDC est très riche en bois et très compétitive également. Articles de ménage, donc il y a des possibilités également pour faire ça du fait de l'industrie pétrolière qui existe dans le pays. Le pays a commencé à transformer un certain nombre de produits à base de pétrole, de dérivés de pétrole. Cartes munies d'un ou de plusieurs circuits intégrés, donc il y a une compétitivité à ce niveau-là. Vêtements et tissus, puisque l'industrie textile est quand même assez intéressante, les parties d'avion, etc. Le Maroc, quand même, peut très valablement développer également ses importations à partir de la RDC, sans parler de tous les minerais, hein, surtout le cuivre et tout, que le Maroc peut importer à partir de là. Vous voyez en fait le potentiel, hein, si on voit au tableau interactif, encore une fois, par rapport au potentiel à l'importation. Alors, on a le son, roulage et autres, donc 80% déjà exploité. Café non torréfié, 33%. Alors, vous avez le bois, alors beaucoup de potentiel à ce niveau-là. Différents types de bois. Vous avez les plantes, parties de plantes, etc. Vous avez les ferro-alliages, feuilles pour plaquage, bois vous avez quand même cuivre affiné, ainsi de suite. Vous avez quand même beaucoup de potentiel à ce niveau-là, surtout pour les fonderies, pour l'industrie agroalimentaire, pour l'industrie de fabrication de meubles, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de potentiel à développer au niveau des importations. Alors, accès au marché et voyage d'affaires, quelques petites indications. Alors, il faut dire d'abord que le Maroc, qu'en fait, selon le classement Doing Business de la Banque mondiale 2020, officiellement, il est très difficile de faire affaire dans le pays. Donc là, si on s'en tient aux études de la Banque mondiale, il est très difficile de créer une entreprise, il est très difficile de faire des affaires dans le pays, d'obtenir les autorisations et tout. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, le sésame, c'est d'avoir un partenaire local introduit, qui a un bon réseau et qui peut vous ouvrir les portes comme par enchantement. C'est un pays où il est très facile de faire des affaires si l'on sache comment s'y prendre. Alors, je confirme ce que disait Mme Raji tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui sont repoussés par les difficultés officielles hein, dans le pays. Il faut dire en fait encore une fois, l'informel est roi en RDC. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire d'une façon tout à fait officieuse ou informelle. Donc, lorsqu'on essaie en fait de voir comment le pays se comporte par rapport à d'autres pays de la région, on voit par exemple que le Rwanda est classé en Doing Business, surtout pour le Trading Across Borders, hein, c'est
commerce transfrontalier. Le Rwanda est classé 88e de l'échelle mondiale avec 75 points, alors que le Congo a 3,5 points seulement, il est classé 187e sur 190. Donc, soit bon, l'un des pays les pires pour le commerce transfrontalier, sauf qu'en réalité, ça n'est pas le cas. Encore une fois, il faut savoir taper aux bonnes portes. Alors, j'ai hésité avant de mettre ces slides ici parce qu'ils sont répulsifs quelque part, mais je me suis dit, il vaut mieux quand même que je les laisse et que je tempère, je nuance à travers des explications. Encore une fois, comme on dit in Congo, business is who you know. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, au Congo, les affaires, c'est qui vous connaissez. Vous voyez que officiellement, pour exporter et pour le passage en douane, ça prend jusqu'à 296 heures et 2223 $ américains. Et pour la conformité des documents, il faut compter 192 heures, 500 $ américains. Encore une fois, ça reste des chiffres qui proviennent du Doing Business 2020 de la Banque mondiale. Alors, pour trouver en fait les clients, il y a différentes facilités, différentes possibilités. Donc, il y a les chambres de commerce, surtout la chambre de commerce de Kinshasa. Il y a les associations. Il y a l'ambassade du Maroc hein, qui peut vous aider également. Et pour les appels d'offres, il y a quelques sites dont le plus fourni, j'ai fait une petite comparaison, le plus fourni est celui de Digimarket qui vous permet en fait de vous renseigner sur les appels d'offres dans le pays par rapport à votre secteur d'activité. Alors, un petit tour, un petit aperçu de ce portail. Alors, vous choisissez votre pays, alors RDC. Vous pouvez y aller directement à partir de là. Alors, Congo, République démocratique. Et voilà, donc il vous donne il y a 69 835 appels d'offres concernant l'agriculture et l'alimentation. Construction, vous voyez 316 798, etc. Mais en fait, il faut dire qu'il faut quand même faire un travail de raffinage, puisque vous allez trouver beaucoup d'informations qui datent, hein, qui sont anciennes. Donc, il faut quand même que vous fassiez un petit travail de tamisage de ces différentes informations pour obtenir les informations récentes que vous voulez. Alors, connectivité maritime, malheureusement, il n'y a pas de desserte maritime directe aujourd'hui. Il y a des escales un peu partout. Alors, le principal port de Banana se trouve à l'embouchure du fleuve Congo, n'est pas desservi à partir de conseiller de passer soit par le Congo-Brazzaville voisin, surtout le port de Pointe-Noire, qui est distant de Kinshasa de 386, donc de continuer par camion jusqu'à Kinshasa, ou le port de Luanda en Angola, qui est distant de Kinshasa de 802 km. Donc, dépendamment de là où vous allez, bon, si vous n'allez pas à Kinshasa, il est préférable, en fait, si vous allez vers le sud, il est préférable peut-être de passer par Luanda. Alors, transport terrestre, ce n'est pas possible pour le moment, en fait, parce que d'abord, c'est trop loin et ça revient beaucoup plus cher. Les conditions de circulation ne sont pas idoines aujourd'hui. Vous avez en fait même les gens qui aujourd'hui exportent vers la Mauritanie connaissent beaucoup de problèmes du fait de l'augmentation des tarifs de 171%, augmentation récente sur des produits en provenance du Maroc. Et puis, en plus de ça, bien, si vous voulez que votre camion, que votre cargaison voyage en toute sécurité, il est conseillé de payer une escorte militaire hein, pour vous amener là où vous allez. Donc, ce qui fait que ça n'est plus compétitif aujourd'hui. Et plus, en fait, l'Afrique centrale, c'est très loin. Et puis, l'infrastructure n'est pas optimisée pour le moment. Alors, il sera optimisé après l'ouverture des corridors qui sont prévus par la ZLECAf. Le corridor Lagos, par exemple, Accra, etc. Donc, ça permettra aux gens à ce moment-là d'explorer cette possibilité. Alors, vous avez un départ hebdomadaire
avec un transit time de 16 jours pour le Pointe-Noire et un départ hebdomadaire également sur Luanda avec un transit time de 20 jours. Sur le plan aérien, alors il n'y a pas d'avion cargo de Royal Air Maroc sur l'aéroport de Kinshasa-Njili. Mais il y a des vols commerciaux, donc des vols passagers, bien entendu, vols passagers avec possibilité de transport en soute de certaines marchandises. 2 vols par semaine actuellement entre Casablanca, Mohamed V et Kinshasa-Njili, avec une escale à Brazzaville. Donc le coût est d'environ 1200 €. Et puis il y a possibilité de voyager avec d'autres compagnies, soit à Istanbul, avec une escale à Istanbul, en fait, vous faites la moitié du monde pour vous rendre à Kinshasa. Vous avez Addis Abeba, où vous pourriez prendre Congo Airways ou Ethiopian Airlines, ou des escales en Europe, en particulier à Bruxelles, l'ancienne métropole, où il y a des vols réguliers sur Kinshasa. Alors, les salons à la RDC, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, il faut dire que beaucoup de… En fait, lorsqu'il y a des salons, ils sont boudés, hein, généralement, pour les raisons qu'a invoquées Mme Raji tout à l'heure, parce que beaucoup de gens pensent que l'insécurité règne dans le pays et tout. Alors, en 2024, le seul salon qui est prévu se tiendra du 12 au 14 juin. Il porte sur l'industrie minière et il va se tenir à Lubumbashi, dans le sud du pays. Donc, vous savez, en fait, une région minière par excellence, avec d'autres régions, donc, comme Katanga. Je ne sais pas si le nom de Katanga vous dit quelque chose. Donc, j'étais encore jeune, très jeune, quand le Maroc avait envoyé un contingent militaire pour mater une insurrection des gendarmes de Katanga. D'ailleurs, la rébellion s'appelait les gendarmes de Katanga. Donc, pour aider Mobutu Sese Seko, le Maroc a envoyé un contingent militaire à Katanga. Voilà. Un coût de la vie à Kinshasa, bon, juste une petite indication pour ceux qui veulent se rendre. Donc, alors là, bon, vous voyez que la vie est un peu plus chère, le coût de la vie est un peu plus cher à Kinshasa qu'il ne l'est à Casablanca. Je ne sais pas si, encore une fois, ces chiffres parlent à Mme Raji. Donc, il y a quand même un petit plus par rapport au Maroc, des chiffres qui se comparent et d'autres qui sont plus élevés, plus chers que les prix au Maroc. Vous avez un cappuccino 44 dirhams, vous avez un soda à 19 dirhams, l'eau en bouteille 15 dirhams, 33 centilitres, vous avez le lait à 20 dirhams, vous avez une miche de pain à 20 dirhams, etc. Vous voyez quand même c'est assez cher. Donc, si l'on va au site de non bio pour avoir une indication, bon, je m'excuse, la connexion est un peu lente. Alors, vous voyez que le coût de la vie à Kinshasa, vous avez des indices de différents dépenses. Alors, vous avez ici les chiffres que vous pourrez, bon, vous avez le transport billet aller simple, donc transport local 5 dirhams, alors ça c'est comparable. Vous avez taxi, alors la base 100 dirhams, donc quand vous remontez, il met 100 dirhams et puis 13 dirhams par kilomètre. Et puis une heure d'attente, vous avez 100 dirhams, etc. Vous avez l'essence qui coûte 13 dirhams 80. Il y a des choses en fait qu'on peut comparer par rapport au coût de chez nous et des choses qu'on ne peut pas comparer. Alors, ce qui est intéressant dans ce site, c'est qu'il vous est possible de changer la devise. Ici, j'ai mis le dirham de manière à ce qu'on puisse comprendre ce que c'est et comparer par rapport à la situation de chez nous. Il est possible de mettre l'euro, de mettre le dollar, de mettre ce que vous voulez. Puis, le système convertit automatiquement les dépenses pour que vous puissiez avoir une idée claire de ce que c'est. Je terminerai sur quelques conseils pratiques pour faire affaire en RDC. Alors, prenez le temps qu'il faudra pour trouver un bon partenaire, un partenaire qui a un réseau local, un bon réseau et une bonne moralité. Alors, j'insiste sur ces deux conditions. Il faut que ce soit quelqu'un de connu pour sa bonne moralité, quelqu'un d'honnête,
Il faut que et c'est la raison pour laquelle je vous demande de prendre beaucoup de temps pour que vous puissiez trouver en fait la bonne personne. Alors, le bon réseau, parce que ça vous ouvrira toutes les portes qui sont fermées hein, officiellement, et ça vous permettra également de surmonter toutes les difficultés, tous les défis dont j'ai parlé au début de la présentation. Travailler avec des agents de voyage de renommée, il y a beaucoup de charlatans, en fait, si je me permets. Donc, il faut quand même que vous vérifiez la réputation et la solidité de l'agence de voyage avec laquelle vous travaillez, surtout si vous comptez visiter d'autres régions du pays, il faut que vous soyez quand même entre de bonnes mains. Respecter les coutumes et les traditions. Donc, les gens sont conservateurs, donc il faut que vous vous habillez modestement et que vous enleviez les chaussures avant d'entrer dans un domicile congolais. Bon, soyez très attentifs et faites très attention aux avis de sécurité, en fait, surtout dans les zones. Évitez en fait de sortir la nuit tout seul, surtout dans un certain nombre de régions. Donc, essayez la cuisine locale qui propose quand même une variété de plats à base d'ingrédients locaux, hein, comme le manioc, etc. Obtenez les visas et permis appropriés, y compris le permis en fait, le carnet de vaccination pour que vous puissiez vous rendre facilement dans le pays. Ne prenez pas de photos de personnes sans leur permission, parce que c'est mal vu, partout d'ailleurs, hein, pas seulement en RDC, même au Maroc. Hein, d'ailleurs, c'est interdit de prendre des photos de personnes sans leur consentement. Il ne faut pas que vous parliez du Congo-Brazzaville aux Congolais. Il ne faut pas leur dire « bon, je vous ai confondu avec le Congo », etc. Généralement, ils sont assez chatouilleux sur ce point. La République du Congo, la République démocratique du Congo est beaucoup plus grande que le Congo-Brazzaville. Il ne faut pas confondre les deux. N'ignorez aucun avertissement ou avis de sécurité, surtout de votre ambassade, parce que les ambassades généralement lancent des avis de sécurité sur les zones à ne pas visiter, sur en fait, les consignes de sécurité, etc. Vous pourriez être témoin de violences conjugales ou de violences de parents sur leur enfant. N'intervenez pas. N'intervenez pas directement parce que cela est considéré comme une affaire privée. Alors, si jamais vous êtes témoin de quelque chose comme ça, appelez la police plutôt que d'intervenir personnellement parce que ça sera très mal pris. Voilà, bon, c'est ce que j'avais à vous dire sur la RDC très rapidement. Alors, encore une fois, je conclus sur le point que j'ai dit, que j'ai présenté au début, le paradoxe congolais. C'est un pays extrêmement riche, un pays qui a tout pour qu'il puisse se développer, s'industrialiser, où la pauvreté, du moins officiellement, reste très prévalente, mais comme on a dit, le Sésame, partenaires locaux de renommée et qui ont des réseaux assez intéressants. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions, je les prendrai volontiers. Merci beaucoup, c'est Lali, pour la richesse de cette présentation et la qualité des informations que vous avez fournies sur cet important marché de l'Afrique centrale. J'invite les participants, donc, s'ils ont des questions, à les poster sur l'espace dédié. Déjà, j'ai Madame Raji qui a levé la main. Donc, Madame Raji, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur Allali, pour votre présentation très riche, très complète. Je tenais juste à ajouter deux petits compléments, si vous le permettez, sur les visas. Généralement, on considère qu'il est difficile de se faire, d'obtenir un visa auprès de l'ambassade de la RDC. Grâce au protocole d'accord que nous avons conclu à l'ANAPI et à nos discussions avec Monsieur l'ambassadeur de la RDC à Rabat, nous avons l'engagement de sa part, ce que j'ai pu vérifier pour ma part et pour mes clients, que les visas sont, lorsqu'ils sont demandés par les adhérents de la SMEX, sont délivrés dans des temps très records. Donc, moi-même, j'ai obtenu à plusieurs reprises des visas en 2 jours, en une journée, pour des durées de 6 mois, très facilement quand on se présente de la part de la SMEX. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que grâce à nos entrées auprès de l'ANAPI en RDC,
L'ANAPI intervient également pour organiser des voyages pour des hommes d'affaires, pour faciliter les aspects logistiques et dans l'identification des partenaires. Donc, si vous avez pour projet une exportation, une implantation en RDC, rapprochez-vous de nous. Nous serons en mesure de vous mettre en contact avec l'ANAPI et aider par ailleurs à vous faciliter l'organisation de rendez-vous sur place. Voilà. Merci. Merci, Mme Raji. Deux précisions extrêmement importantes. Peut-être que j'ajouterai à mes slides, que je vous remercie quand même de ces deux précisions extrêmement importantes. Une première question, qu'en est-il des industries de fabrication de produits chimiques en RDC, par exemple la peinture automobile? Bien, alors, comme je l'ai dit au début, en fait, il s'agit quand même d'un webinaire multisectoriel, donc je ne me suis pas permis d'entrer dans le détail des différents secteurs, mais comme je disais tout à l'heure, le fait que les minerais nécessaires pour la fabrication de peinture soient disponibles en RDC, surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, le pigment cassitérite, parce qu'on sait que la fabrication de peinture automobile, en fait, il y a trois variétés, comme la personne qui a posé la question le sait, la peinture cellulosique, la peinture synthétique et la peinture acrylique. Et bien entendu, pour faire une bonne peinture, un bon émail, comme on dit dans le jargon, il faut de bons pigments. Alors, je crois que le potentiel, il faut que je vérifie, mais en fait, de ce que je sais de la situation en RDC, les matières premières sont disponibles et ce sont des matières premières de qualité. Alors, pour les personnes qui voudraient investir dans le secteur pour qu'elles puissent fabriquer de la peinture automobile dans le pays, je pense que c'est le bon endroit pour y être parce que les pigments sont là, de la production locale. Donc, je pense que ça peut être un très bon projet de fabriquer la peinture automobile en RDC. Mais bien entendu, comme j'ai dit, c'est des informations que je suis en train de donner sur la base de ce que je sais de la situation, mais bien entendu, vous n'allez pas y aller tête baissée. Il faut qu'il y ait quand même une étude préalable, une étude de faisabilité, de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte de tous les défis et prévoir les solutions appropriées pour que vous puissiez les surmonter. Deuxième question, c'est une entreprise qui opère dans la commercialisation de détergents et produits d'hygiène. Alors, sa question, est-ce qu'il faut enregistrer les produits avant d'exporter? Si oui, quels sont les délais d'enregistrement? Enregistré où? Ici, au niveau En RDC, des en autorités RDC. à l'exportation en RDC. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour obtenir les autorisations, officiellement, ça prend longtemps. Donc, il est nécessaire quand même pour importer un produit qui touche à la santé animale ou à la santé humaine, il faut qu'il y ait des autorisations préalables. Mais comme j'ai dit, si vous y allez officiellement, bien entendu, ça va durer quelque temps. Il faut encore une fois que vous passiez par un partenaire local. Donc ça, c'est mon conseil. Mais pour la commercialisation du produit, bien entendu, il y a un marché pour ça. Et on a vu tout à l'heure que en fait, la population est demanderesse de beaucoup de choses et la plupart des produits de consommation viennent de l'importation, viennent de l'étranger. Alors que le pays exporte essentiellement des minerais ou des produits à base de minerais et il importe plein de produits dont la population a besoin, surtout dans les grandes agglomérations. Il y a déjà un participant qui a répondu, vous pouvez avoir des autorisations auprès de l'OCC, l'Office congolais de contrôle. Merci pour l'ajout. Mais comme on a dit, en fait, c'est le ministère, en fait, à travers ses différents offices dans l'OCC, qui délivre l'autorisation sur la base de la constitution d'un dossier. Mais comme on a dit, en fait, si vous ne connaissez personne, vous allez passer par la voie normale. Donc, encore une fois, mon conseil, c'est d'avoir un partenaire local. Que vous soyez investisseur, que vous soyez exportateur et vous voulez distribuer votre produit dans le pays, mon conseil, comme l'a confirmé Mme Raji tout à l'heure, c'est de passer par des partenaires locaux qui ont
qui ont pignon sur rue, qui sont connus, qui ont l'écoute et qui sont introduits. Y a-t-il d'autres questions? Alors, pour les produits agroalimentaires, quelles sont les marges appliquées par les importateurs, les distributeurs et les détaillants? Ah, là, c'est une question quand même, question colle, là, parce que je n'ai pas le détail de la structure des coûts, mais généralement, on estime que les détaillants prélèvent 30% et que les importateurs prélèvent 15%. Donc, ce sont des estimations. Ce sont des estimations, mais le prix final, en fait, le prix de vente final doit s'aligner sur les prix appliqués localement. Donc, il ne faut pas que vous preniez ces pourcentages et que vous les appliquiez les yeux fermés sur n'importe quel produit. Donc, il faut partir. Bon, vous avez la méthode additive et la méthode soustractive, en fait, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Mais en tout cas, vers la fin, quand vous aurez constitué votre prix de vente sur la base de la couverture de votre prix de revient, de tous les coûts nécessaires et tout, le prix auquel vous parvenez comme prix de vente, il faut que vous le compariez par rapport au prix des produits concurrents positionnés au même niveau que vous et que vous ajustiez. Alors, si vous avez un prix trop élevé, il faut l'ajuster à la baisse. Si vous avez un prix trop bas, il faut l'ajuster à la hausse de manière à ce que vous soyez dans une fourchette de plus ou moins 5% par rapport aux prix qui sont pratiqués localement. D'autres questions? Alors, une autre question, y a-t-il des besoins en outsourcing, ingénierie et IT? Si oui, quels sont les grands comptes cibles? Une autre question, que pensez-vous de la réussite d'exportation des services pour les entreprises marocaines spécialisées en ingénierie et solutions digitales? Est-ce que tu peux répéter la deuxième question, s'il te plaît? Que pensez-vous de la réussite de l'exportation de services pour les entreprises marocaines spécialisées en ingénierie et solutions digitales? Bien, alors, je ne sais pas qui a posé cette question. Bon, je commencerai par le deuxième, puisque actuellement, je suis en train de travailler avec Technopark pour l'accompagnement des entreprises de la communauté Technopark pour exporter des solutions digitales un peu partout dans le monde et en particulier en Afrique. Je sais que le potentiel est énorme parce que parmi les secteurs porteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a le secteur de l'ICT. Par ricochet, je réponds également à la première question, puisque les questions en fait se recoupent quelque part. Le Congo, depuis l'avènement au pouvoir de Tshisekedi, a identifié un certain nombre de secteurs qu'il veut dynamiser. Parmi ces secteurs, il y a l'ICT, en fait, ou l'ITC, les services, la communication, technologie d'information et de communication, les TIC, enfin en français, je trouve la bonne abréviation. Alors, technologie d'information et de communication et fait partie justement des secteurs que le pays veut développer, avec un certain nombre d'incentives, d'incitations, avec un certain nombre quand même de facilités. Donc, et comme on a dit tout à l'heure, il y a une grande marge de progression, puisque on a vu tout à l'heure que l'Internet, le taux de pénétration de l'Internet est de 23% seulement. Le taux de pénétration des smartphones est de 43%. Alors, avec le développement de la population jeune qui est en train de grandir, de se développer et tout, c'est une génération qui est très portée sur les technologies de l'information et de la communication. Il y a une forte demande et le pays a pris le pari quand même de développer ce secteur. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire, sauf que la précaution à prendre est d'adapter la solution digitale ou les solutions digitales qu'on souhaiterait exporter, de les adapter aux besoins du pays, qui ne sont pas forcément les besoins des Marocains. Donc, il faut quand même une étude de marché de manière à comprendre en quoi cette solution digitale va répondre à un besoin local
et essayer en fait de proposer une solution qui répond le mieux possible aux besoins des Congolais, plutôt que de vouloir exporter la même application, la même solution digitale qu'on commercialise au Maroc, la commercialiser dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités aux Congolais. Donc, les besoins sont différents. Il faut que la solution également puisse être une véritable solution plutôt que juste un service numérique. Autre question, pensez-vous qu'il y a un marché pour les matériaux de construction, notamment les papiers abrasifs appliqués? Si oui, comment pourrions-nous trouver un partenaire local? Deuxième question. Oui. Est-ce Si tu que permets, je répondrai déjà à la première Ouais. question, si tu le permets. En fait, le papier abrasif, hein, que j'imagine la personne qui a posé la question, puisque je crois la connaître. Papier abrasif, oui, mais il y a quand même beaucoup d'utilisation industrielle de papier abrasif dans le pays. Sauf qu'il y a une industrie de papier abrasif également en RDC. Donc, il faut, encore une fois, voir quels sont les leviers de votre compétitivité pour pouvoir percer localement, comparer votre produit à la production locale de papier abrasif, industriel, j'imagine, et puis choisir un partenaire. Choisir un partenaire selon tous les conseils en fait, qu'on a avancés tout à l'heure, y compris celui de trouver le bon partenaire qui va vous ouvrir le marché. Donc, soit en passant par l'ambassade, soit en passant par Madame Raji, en fait, qui maintenant est implantée localement, soit à travers l'ANPI, en fait, l'ANPI à travers Madame Raji, voilà. Et puis, à travers l'ambassade, à travers les associations professionnelles également. Donc, l'industrie minière, on utilise beaucoup de papier abrasif. Dans les industries également plutôt de transformation, on utilise également le papier abrasif. Donc, il y a un marché, mais il y a également une production locale. Donc, il faut une étude comparative pour voir quels seront vos leviers de compétitivité sur le marché. Deuxième question, Sib Hassan. Est-ce que vous avez les compagnies en RDC qui peuvent être intéressées par la distribution des lubrifiants, huile moteur, huile industrielle, etc.? Personnellement, je n'ai pas de partenaire qui travaille dans le secteur. Je couvre d'autres secteurs, hein, comme les secteurs extractifs, mais j'imagine que Madame Raji pourra nous aider à ce niveau-là pour identifier quand même des partenaires pour le secteur des lubrifiants et des huiles. Eh bien, alors il y a une précision, donc je pense d'une personne congolaise. Le président a annoncé en 2021 l'année de lancement de la digitalisation. Il a même créé un ministère du numérique. En effet, c'est un secteur potentiel pour le Maroc à développer, car jusqu'à nos jours, c'est plus l'industrie des télécoms qui porte le digital. Et il ajoute le cadastre, donc sont à la recherche de partenaires pour développer leurs services. Absolument. Et une question, donc quel est le taux des droits de douane appliqués pour les produits détergents et produits d'hygiène? Est-ce que les accords de la ZLECAf sont appliqués, libre-échange sans droits de douane? Voilà. Je n'ai pas les pardon, je n'ai pas les taux en tête. Je reviens à la question précédente concernant les services digitaux, les solutions numériques. Il suffit pour s'en rendre compte de voir les appels d'offres qui sont lancés par l'administration au niveau du Congo pour la digitalisation des différents services. Donc là, ça prouve que le marché est énorme pour la digitalisation. Par rapport aux droits de douane, donc le taux moyen des droits de douane à l'importation en RDC est de 13,2%. 13,2%. Ça, c'est le taux moyen pour les produits. Mais je ne peux pas vous dire comme ça, en fait, quel est le taux qui est appliqué aux détergents. Donc, il faut que je vérifie. Donc, mais le taux moyen pour tous les produits est de 13,2%. Donc, ce qui reste quand même un taux très avantageux puisque le pays importe beaucoup de produits qu'il ne fabrique pas localement. Donc, quand on ne fabrique pas un produit, on veut, bien entendu, on favoriser l'importation à travers l'application de droits de douane qui sont relativement… Par rapport à la ZLECAf, oui, le pays a signé et a ratifié l'accord. Donc, le pays est presque prêt. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a créé dans le portail du ministère du Commerce extérieur ce site
qui permet aux personnes de se familiariser déjà avec la ZLECAf et avec les procédures d'exportation et d'importation dans le cadre de la ZLECAf. Donc, le pays est prêt officiellement, mais à ma connaissance, la première opération en fait, qui s'est faite dans le cadre de la ZLECAf est une importation à partir du Kenya. Je crois que j'en ai parlé dans un autre webinaire. Une importation pilote, en fait, une opération pilote d'importation, je ne me rappelle plus du produit, à partir du Kenya. Mais c'est une opération qui s'est faite par voie terrestre. Alors, la marchandise a voyagé à bord de camions et a été dédouanée dans le cadre de la ZLECAf. Donc, le pays est prêt. Il suffit en fait de jeter un coup d'œil aux produits de sa liste d'engagement. De 90% des lignes tarifaires, quand même, le pays a démantelé plein de produits qui sont destinés à l'importation. Voilà. Déjà un participant qui a donné des droits de douane ici, alors détergent, droits de douane 20%, TVA 16%. Effectivement, la TVA est de 16% en Voilà. RDC. Il y a Madame Raji Madame qui Raji, vous avez levé la main? Madame Raji? Oui, je voulais juste rajouter une petite précision. J'ai envoyé sur le box de la discussion le site de e-tarif, qui est le tarif, le e-book publié par la ZLECAf sur les droits de douane. Et c'est un outil assez simple d'utilisation puisque vous pouvez rentrer dans les champs pays d'exportation, par exemple le Maroc, pays d'importation, la RDC. Et vous pouvez, dans le champ consacré au produit, ou mettre la description du produit, par exemple détergent, ou le code si vous l'avez. Et à ce moment-là, vous allez avoir un tableau explicatif avec le détail pour chaque code précis, le tarif et le délai de démantèlement. La plupart des produits ont vu leur tarif démantelé à partir de 2021 en RDC sur une durée de 10 à 13 ans selon la nature des produits. Et donc, je vous invite vivement à aller consulter pour les produits qui vous intéressent, ce e-book publié par ZLECAf et qui est mis à jour régulièrement en fonction de la publication par chaque pays de sa stratégie de démantèlement et ce qu'on appelle la domestication par chaque pays des droits de douane. Merci, Madame Raji, pour ces précisions. Alors, je pense qu'on est arrivé au terme de notre webinaire d'aujourd'hui. Je laisserai la parole à Céline s'il a quelque chose à ajouter avant de donner la parole à Madame Raji pour conclure. Très bien, je crois que tout ou presque a été dit, hein, que bien que le temps qui m'a été imparti soit relativement court, donc je ne me suis pas permis d'entrer dans les détails des différents secteurs, des différents produits. Mais encore une fois, ne vous laissez pas décourager par les chiffres officiels et les informations qui nous proviennent de la RDC concernant les problèmes au niveau de l'Est. C'est un pays gigantesque. Je crois qu'il y a 2 fuseaux horaires au niveau du pays. 2 ou 3, je ne me rappelle plus, hein, je m'en excuse. Donc, ce qui fait que c'est un pays gigantesque. Ce qui se passe à l'Est n'impacte pas sur le plan sécuritaire et sur le plan de la conduite des affaires, ce qui se passe à Kinshasa et à Lubumbashi et dans d'autres régions de la RDC. Donc, ne vous laissez pas décourager par ces chiffres et par ces informations. C'est un pays qui est plein de potentialités. C'est un pays qui a tout pour qu'il puisse s'industrialiser, pourvu que les petits problèmes qui sapent l'économie du pays soient résolus. Pays de beaucoup de potentiel, que ce soit l'importation et l'exportation. C'est un pays qui mérite qu'on le visite. Qui mérite qu'on l'étudie et qui mérite qu'on l'explore en tant qu'exportateur, en tant qu'importateur ou en tant qu'investisseur. Donc, mais encore une fois, je reviens à ce que je disais par rapport à mon principal conseil, qui est celui de se doter ou de s'allier à un partenaire local qui est un réseau, qui est introduit et qui peut vous ouvrir les portes. Mais bien entendu, prenez le temps pour qu'on puisse trouver ce partenaire, l'étudier en termes de complémentarité, qu'est-ce qu'il va vous apporter, dans quel domaine il est, dans quel domaine il est introduit,
qui il connaît et qu'est-ce qu'il va attendre de l'alliance que vous allez sceller avec lui. Et encore une fois, je me réjouis du protocole d'accord qui a été signé avec la SMEX et qui, on l'a vu tout à l'heure, a permis déjà d'ouvrir des portes, sans faciliter déjà l'obtention du visa qui était très difficile à obtenir. Hein, je vous parle par expérience, très difficile à obtenir. On vient des pays en fait, où l'on est sidéré par la complexité quand même de l'obtention du visa. Alors le protocole a permis quand même de faciliter les choses à ce niveau-là. Et puis également, le protocole permet de trouver beaucoup plus facilement des partenaires dans les différents secteurs, de faire des études des différents secteurs d'activité de manière à ce que vous puissiez quantifier plus encore le potentiel par rapport à votre propre produit. Donc, ne vous laissez pas décourager encore une fois par tout ce que vous entendez dire de la RDC. Et c'est un pays qui a tout ce qu'il faut pour qu'il puisse justement permettre à ces opportunités de se concrétiser. Et merci de votre attention. Et je vous remercie d'être resté jusqu'à maintenant. Et je remercie également Madame Raji de toutes les précisions très précieuses qu'elle a apportées, d'être restée avec nous. Et je remercie encore une fois la SMEX de cette initiative, en fait, de présenter des pays où le Maroc n'est pas très présent, parce que contrairement à d'autres pays où le Maroc a une présence solide, le Maroc n'a pas beaucoup investi dans une présence physique au niveau de la RDC, pour différentes raisons sur lesquelles je ne me permets pas de revenir. Mais le fait de voir d'autres pays non africains investir le terrain, comme la Chine, l'Inde, la Turquie et Israël en particulier, que ce soit au niveau de la distribution, que ce soit au niveau de l'exploitation des minerais, que ce soit au niveau des industries de transformation. Donc on voit que d'ailleurs il y a un accord qui date de pas plus tard que le 14 mars actuel, pardon, un accord a été signé entre le gouvernement de la RDC et la Chine, un accord de 7 milliards de dollars pour l'exploitation minière. Donc on voit que la Chine veut sécuriser les importations de minerais dont son industrie a besoin. Mais il n'y a pas que la Chine, la Turquie, l'Inde, Israël. Il y a également d'autres multinationales, surtout Glencore, la multinationale suisse, helvétique, qui est dans l'exploitation minière. Il y a Ivanhoe, les Canadiens, etc., qui sont dans l'exploitation minière, qui sont présents dans les pays. Et ils ne sont pas que dans l'exploitation minière, ils créent des communautés. Donc, ils ont leur centre de distribution, ils ont leur banque, ils ont leur laboratoire, etc. Donc, il est grand temps pour le Maroc également d'avoir en fait sa place au soleil au niveau de ce marché gigantesque et fortement prometteur. Merci. Merci beaucoup, Ibrahim, pour toutes ces précisions, pour tous ces conseils aux entreprises exportatrices ou investisseurs qui sont intéressés par le marché de la RDC. Donc, j'invite Madame Raji pour conclure ce webinaire et on se donne rendez-vous lors du prochain webinaire. Je vous remercie tous d'être restés jusqu'à cette heure-ci, ce jour de Ramadan, et à très bientôt. Madame Raji. Très rapidement, merci beaucoup, Monsieur El-Lali. Merci à tous les participants d'être avec nous aujourd'hui. Tous ensemble, la main dans la main, nous travaillerons à renforcer les relations économiques entre le Maroc et la RDC dans un partenariat gagnant-gagnant, comme le veut Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Des champions marocains sont déjà sur place, Managem, OCP, Bank of Africa, Procanec et d'autres entreprises marocaines que nous accompagnons dans le cadre de leur implantation sont sur place. Il faut y aller, en effet, comme le dit M. El-Lali. Les marges de bénéfices sont qualifiées d'insolentes dans ce pays. Les risques sont aussi importants, donc il faut être bien conseillé, bien entouré, identifier le bon partenaire. Et il n'y a pas de raison pour ne pas réussir. Donc, dans le cadre de la SMEX, en partenariat avec l'ANAPI, nous travaillons à la finalisation d'une feuille de route
qui permettra notamment l'organisation d'une délégation d'hommes d'affaires et d'exportateurs marocains vers la RDC. Et en temps voulu, nous vous informerons de cette délégation. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame Raji, et à Merci. très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.